À la une, le 6e congrès du syndicat UTG-CGT Santé du centre hospitalier de Cayenne. La section se donne 2 jours pour présenter le bilan des 4 dernières années, définir de nouvelles orientations. Le renouvellement du bureau aura d'ailleurs lieu demain. Jeudi noir en Guadeloupe. Aujourd'hui, plus d'1 millier de personnes ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre contre la loi travail. Une manifestation qui a certainement paralysé l'économie de l'archipel, vous allez le voir. Enfin, chez nous, 23 sapeurs-pompiers viennent d'achever leur formation au déblaiement sur la colline de Montabault. Pendant 3 jours, ils ont appris à faire face au pire. L'examen pratique s'est d'ailleurs tenu aujourd'hui. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Patricia Saïd vit ses derniers instants à la tête de l'UTG-CGT Santé du centre hospitalier de Cayenne. Le syndicat effectue en ce moment le 6e congrès. 2 jours pour présenter le bilan, d'ailleurs au micro de Mia Pierre. C'est une très belle expérience, c'est une très grande famille, une belle vie. Tout n'a pas toujours été rose, sinon on n'aurait pas affaire à des humains. Par contre, je tiens à remercier mais très solennellement mes camarades qui ont cru en moi, qui ont su garder les lignes directives que nous avons décidées ensemble et qui jusqu'à aujourd'hui ont un regard très protecteur vis-à-vis de ma personne. Et ça vraiment, ce sera jusqu'à la fin de ma vie que j'aurai à leur remercier de ça. Parce que je connais que la vie syndicale, elle n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à fédérer avec autant de force et autant de fidélité. Chez nous, il n'y a pas de temps d'arrêt sur la passation. La passation, elle est déjà organisée et vous n'êtes pas censé ignorer que nous traversons un moment pas très facile pour notre établissement puisque nous sommes depuis quelque temps mis sous administration provisoire. Ce qui ne nous inquiète pas quelque part, c'est que nous nous sommes bien rendus compte que l'administration provisoire a bien compris qu'elle ne pouvait pas compter sans l'UTG Santé. Donc elle avait obligation de nous intégrer dans toutes les visions qui vont être présentées et nous serons là, nous serons debout. Dans l'actualité également, vous le savez, les habitants du quartier Les Manguiers ont bloqué hier matin la route des plages pour réclamer des services de base à la mairie de Rémière-Montjoly. Une réunion a bien eu lieu en mairie plus tard dans la matinée. Jean Ganty a reçu les habitants et a accepté de faire un geste. On l'écoute au micro de Xavier-Paul Lepelletier. Je les ai reçus et je leur ai expliqué que l'installation sur un terrain illégal ne peut pas déboucher sur une occupation permanente puisque le terrain n'appartient pas à la commune, le terrain appartient à un privé. Donc inévitablement, un jour, le privé est en droit de réclamer son terrain. Mais pour leur confort, en attendant que les choses se passent correctement et puis que nous puissions nous terminer le projet de RHI, de résorption de l'habitat insalubre que nous avons dans tout le quartier du Mayuri et des Gras-des-Cannes, j'ai proposé à leur demande que je me rapproche des services de l'EDF, des services de la SGDE et bien sûr aussi des services de la Poste pour qu'il y ait l'installation de bornes d'eau, la distribution d'électricité et bien sûr aussi qu'il y ait une borne, une armoire qui accueille le courrier pour chaque personne qui habite dans le quartier, chaque personne recensée. Mais je leur ai fait bien savoir que ce n'était pas la bonne manière que de venir bloquer la route comme ça a été fait hier matin. En bref, Bernard Cazeneuve s'apprête à venir en Guyane le 7 juillet prochain. Il l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale alors qu'il était interrogé par le député Gabriel Serville. On rappelle que son déplacement dans notre département a déjà été repoussé à plusieurs reprises. En Guadeloupe, à présent, ils avaient prédit un jeudi noir. Plus d'1 millier de personnes ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Plusieurs établissements étaient également bloqués, dont le CHU, tous sur le pied de guerre pour dire non à la loi El Khomri et dénoncer des comportements abusifs du patronat. On fait le point avec Nathalie Dinan et Patrick Curie. À l'appel de 8 organisations syndicales, les salariés étaient appelés aujourd'hui à se mobiliser devant leur entreprise, devant les institutions, mais aussi dans les rues pour le retrait pur et simple de la loi El Khomri. Le gouvernement a décidé de passer en force. Mais nous, en grève là, premièrement, pour la loi El Khomri, nous avons un gouvernement fébrile, et il s'en lâche un tueur, il est incapable d'affronter les députés, il passe 149-3. Mais en plus de ça, c'est qu'en Guadeloupe, travailleurs qui vivent en souffrance, mais
impossible, vous ne pouvez pas imaginer les autres. Ou pas rendez-vous compte, un patron qui peut dire à des établissements, il a signé un accord pour baisser les salaires. Eh bien, si pas ni syndicat là, mais les gens qui ont signé, ils ont baissé les salaires à tout le monde, et les gens qui comptent bien un pays là, ça. Après un rassemblement devant le BIC du lionnage contre profitation, le cortège composé de centaines de travailleurs s'est élancé du quartier de l'assainissement en direction des artères du centre-ville, scandant des slogans. Pancarte à la main, ce n'est qu'un début. Premier, mais c'était un prologue. Là, c'est une première étape, mais forcément, il a continuer. Pourquoi pensez-vous qu'on reste au bas en 2009 encore? On peut qu'il y ait 2009, encore qu'il y ait 2016. Mais il faut un but fait. De toute manière, il y a un choc social dans le pays là. Ça. Nous qui nous battons toujours avec la jeunesse, il faut nous lever camper parce qu'il faut arrêter ça. Des perturbations ont été relevées dans le domaine de l'éducation, avec 20% de participation dans le premier degré au mouvement général aujourd'hui, dans les collectivités, l'hôtellerie, la justice et la santé. En bref, à présent, la nouvelle ne vous a certainement pas échappé aujourd'hui. Dilma Rousseff est suspendue de ses fonctions. Les sénateurs ont voté ce matin l'ouverture d'une procédure de destitution de la présidente accusée d'avoir maquillé les comptes publics. Dilma Rousseff est ainsi écartée du pouvoir pour 100 jours, le temps d'une enquête menée par les sénateurs. En attendant, le vice-président assurera l'intérim. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons la dernière session de formation des pompiers de la section de déblaiement. Ils étaient 23 à se préparer aux plus rudes interventions. Et puis nous verrons la nouvelle tendance des photos de mariage, toutes débordantes d'originalité. Un atelier était dispensé hier matin en Martinique. Mais avant cela, nous vous en parlions en début de semaine. L'ARCEP a révélé les noms des 6 opérateurs candidats au déploiement de la 4G en Guyane. Parmi eux, Free Mobile indique dans un communiqué préparer son entrée dans les DOM et promet de casser les prix. L'opérateur souhaite ainsi mettre fin aux discriminations tarifaires qui existent aujourd'hui en Outre-mer et qui ne sont justifiées en rien. Ce sont ces termes, une annonce en tout cas qui fait déjà rêver les Guyanais. Écoutez plutôt. C'est une très bonne idée parce que ici, je trouve que les opérateurs abusent sur les prix, sur les forfaits et il n'y a pas vraiment d'avantage, surtout au niveau d'Internet. Ils ne proposent pas d'Internet illimité alors qu'en métropole, ils le font pour des prix, on va dire, minimes. Alors qu'ici, c'est à 80 € et c'est trop cher, surtout pour les étudiants. C'est une très bonne chose. Ça va permettre aux autres opérateurs de nous proposer des tarifs pas mal. J'attends d'abord de voir les tarifs, les forfaits qu'ils vont nous proposer et puis après on verra, quoi, on va se décider. La venue de cet opérateur, déjà, ça va être une concurrence pour les autres entreprises et que c'est une bonne chose pour les clients parce qu'ils vont avoir le choix entre différentes opérateurs et peut-être l'opérateur Free va être plus avantageux par rapport aux autres. Donc c'est bon pour tout le monde et ça nous permet de découvrir ce qu'ils ont à nous offrir. C'est bien pour les jeunes de la Guyane puisqu'ils aiment utiliser leurs portables. Je pense aussi que c'est un avantage pour la Guyane. Ça sera une bonne chose. Déjà, au niveau métropole, ils font la concurrence. J'espère qu'en venant ici en Guyane, qu'ils pourront faire la même chose demain contre les opérateurs locaux, Orange, SFR, tout. SFR vient de s'implanter, ça a été une bonne chose. Ils s'installent progressivement. J'espère que Free fera pareil et que les prix pratiqués, ce seront les mêmes prix pratiqués en métropole. Apprendre à sauver des vies en cas d'éboulement, c'était l'objet de la formation dispensée jusqu'à aujourd'hui aux sapeurs-pompiers de Guyane. Les 23 sauveteurs de la section déblaiement étaient mobilisés à la colline de Montabo pour cet entraînement intensif de 3 jours. Jonathan Lariot et Stéphanie Puglisi ont suivi l'examen pratique aujourd'hui. Regardez. Ici se tient debout une partie quelque peu spéciale des sapeurs-pompiers de Guyane. Ils font partie de la cellule de sauvetage et déblaiement. Et pour ces agents, aujourd'hui est un jour spécial. Ils sont près d'une vingtaine à se présenter depuis ce matin à l'examen final de ce corps de sapeurs-pompiers. Alors quoi sert ce type de matériel, Florian Chel? Ça sert au sauvetage et au déblaiement. Ça s'appelle comment? La berce. La berce. Et quel type de matériel qu'on peut trouver au niveau de la berce? Du matériel d'écoute. Il faut effectivement
une parfaite connaissance du matériel, l'utilisation et ensuite, dans la continuité des choses, et là, au niveau de la sécurité. Donc il faut qu'ils connaissent parfaitement tout son matériel, effectivement. Au programme pour les primo-entrants, un test de connaissance sur les équipements et les différentes techniques de sauvetage. Donc le SD, c'est une spécialité où spécialement il y a tout ce qui est manœuvre de force. Donc il y a déjà tout le matériel à apprendre, tout ce qu'il y a dans la berce. Il y a notamment aussi les manœuvres de sauvetage. L'examen permet lui aussi de valider les prochains chefs d'unité. C'est effectivement un objectif de carrière. Donc au fil des années, on attend des SDU1 qu'ils puissent passer au niveau 2. C'est le cas actuellement pour moi aujourd'hui, pour pouvoir maintenant apporter mes connaissances et mon expérience de manière à ce qu'on puisse prendre le relais des anciens. Créée en 2004, la section sauvetage et déblaiement de Guyane compte aujourd'hui 54 sapeurs-pompiers. Éboulement, glissement de terrain, ces pompiers représentent la troupe d'intervention en cas de catastrophe en tout genre. Et pour être capable de se lancer dans ce genre d'opération, il faut être sûr de ce que l'on fait. L'agent qui aura été formé à l'unité de valeur de sauvetage déblaiement, en règle générale, est capable dans un premier temps de sécuriser, d'effectuer des manœuvres de force afin de déplacer des charges lourdes et bien entendu est capable aussi de porter secours. Donc nous effectuons des opérations difficiles afin de pouvoir pénétrer dans des appartements, dans des bâtiments sinistrés pour atteindre des victimes et les évacuer vers l'extérieur. Après toute une matinée de tests écrits et pratiques sous les regards de leurs formateurs, il ne reste aux candidats qu'à attendre les résultats de leurs examens pour savoir si oui ou non ils ont leur place au sein de l'unité. Tout autre chose à présent, c'est une tradition universelle, immortaliser le jour de son mariage. Pour ne rien laisser au hasard, la plupart des mariés font appel à des photographes, mais aujourd'hui, les standards de la pose ont également évolué et les photos de couple rivalisent d'originalité. Pour préparer les futurs mariés à cette tendance, 18 professionnels se sont rassemblés hier. Une séance de bons conseils suivie par Frédéric Mazy. Regardez. Sublimer les mariés, l'œil dans l'objectif, ils sont tous attentifs aux conseils du formateur. Le but, affiner leur regard et progresser en technique. Chez nous, nous faisons des images un peu légèrement trop cadrées et en fait, il faut donner un peu d'air à nos images puisque nous bénéficions d'un excellent paysage. On va rajouter à la lumière naturelle beaucoup l'éclairage de studio, c'est-à-dire le flash, alors qui peut être du flash Cobra ou qui peut être du flash de studio. Une lumière qui est peut-être plus structurée, qui est plus modelée, qui donne vraiment une force à l'image, un impact à l'image. Mais vraiment, le plus important, c'est les mariés, c'est de garder l'émotion. 3 photographes de renom sont venus dévoiler les nouvelles tendances en la matière. Il veut une photo panoramique mais verticale, du coup il prend tout le rectangle, tout l'angle rectangulaire où ils sont là. Bon. Lier le graphisme au romantisme serait la clé d'un joli cliché. L'important c'est l'humain, donc j'aurais apporté vraiment une sorte d'ouverture du cœur pour pouvoir se rapprocher des gens et faire des images vraiment plus émotionnelles. Parce que ça c'est le plus important, c'est créer des émotions et quand il y a des émotions, les images elles n'ont pas de prix, elles n'ont pas de valeur et elles restent dans le temps. La Martinique offre un cadre idyllique, les couleurs, l'architecture, la nature ont séduit les formateurs. La lumière est complètement différente parce qu'elle est très changeante. Elle est aussi un petit peu plus dure, donc ça demande des capacités de gestion de lumière un petit peu plus poussées. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que les photographes professionnels de la Martinique se forment pour maîtriser cela. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect sauvage de l'île et ces magnifiques paysages que l'on peut voir dès qu'on se promène au bord de la mer ou même dans les terres. Dernière étape pour une photo réussie, la retouche pour que le cliché soit sublimé. Le savoir-faire acquis durant cette formation fera des heureux dès le mois prochain, début de la saison des mariages. Restez avec nous, il est question de musique à présent avec le 5e anniversaire de la Reggae Dub Foundation qui s'apprête à investir une partie du boulevard Mandela. Demain soir, le créateur du concept est avec nous pour en parler. Loïc Leissam, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à l'origine, la Reggae Dub Foundation, c'était une soirée d'hommage au maître en la matière, donc Bob Marley. Ouais. Finalement, il y en a environ 25 chaque année. Elles sont toujours gratuites. Qu'est-ce qui définit le concept de la Reggae Dub Foundation ?
Ce qui le définit, je pense, c'est d'abord les personnes qui décident d'y venir. C'est-à-dire que c'est un concept de soirée qui mélange toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les origines. Et en Guyane, on a de quoi faire à ce niveau. Avec un fil conducteur quand même qui est le reggae. Qui reste le reggae. Qui reste le reggae, 100% reggae, avec des DJ qui sont avant toute chose des mélomanes, qui sont de vrais connaisseurs de musique avant toute chose. D'où est venue quand même cette idée à la base? L'idée est née en fait il y a 5 ans exactement, parce qu'en fait les 5 ans, et on s'apprêtait à fêter la célébration des 30 ans de la mort de Robert Nesta Marley, Bob Marley. Et en fait je me suis rendu compte en fait que rien n'était prévu en Guyane à ce moment-là dans le cadre de cette célébration. Et c'est à ce moment-là que j'en ai parlé au propriétaire de ce bar, qui m'a dit bah, écoute, vas-y, on fait quelque chose. Et c'est là où je lui ai dit écoute, ça va s'appeler Reggae Dub Foundation. Et ça va se répéter? Ou alors au départ c'était simplement... Au départ ça ne devait être qu'une seule soirée. Et la Reggae Dub Foundation, si elle existe encore aujourd'hui, je la dois grâce à ma mère, puisqu'en fait ma mère qui était présente ce soir-là m'a tout simplement dit mais pourquoi est-ce que tu n'en fais pas un concept? Et c'est à ce moment-là qu'en fait ça m'a travaillé, je me suis dit oui, tu as raison. Ceci explique cela. C'est ça. Alors en tout cas chaque soirée est animée par des DJ. Pourquoi avoir fait ce choix-là plutôt que peut-être une petite scène ouverte aux artistes locaux? Il y a des scènes, il y a eu des scènes et il y en a encore. Simplement il y a le voisinage. Nous sommes au centre même, en plein cœur de Cayenne. Ça fait un peu de bruit, donc non pas que la musique soit désagréable, mais il faut aussi faire attention au voisinage. Donc ça serait génial d'avoir beaucoup de live et d'avoir des lives à chaque Reggae Dub Foundation. Mais simplement, il y a aussi le voisinage, donc on doit aussi conjuguer avec. 5 ans déjà, donc on le disait tout à l'heure, finalement, comment est-ce que vous vous expliquez ce succès aujourd'hui de cette soirée? Je crois que enfin, je l'explique. C'est un succès d'abord parce que les reggae dubbers, comme elle les appelle, répondent en fait. Et c'est avant toute chose, la soirée, ça n'est pas ma soirée, c'est une soirée qui est mise à disposition des personnes qui ont envie d'y venir et qui ont envie de se joindre à cette espèce d'unité, ce qu'on appelle le One Love dans le reggae, et parce que chacun y trouve son compte. C'est pas aussi peut-être parce qu'il y avait un marché à prendre à ce niveau-là? Vous le disiez, il n'y avait pas tellement de choses prévues à l'époque où vous avez lancé la soirée? L'avantage du reggae, c'est qu'on peut discuter, on peut danser, on peut échanger. Et je crois que ce n'est pas une question de marché du reggae, je crois que c'est d'abord un espace où les gens aient besoin de se retrouver avant toute chose. Donc bien évidemment, et le reggae agrémente tout cela, parce que c'est une musique chaude, qui renvoie des messages positifs, et je crois que les gens en ont grandement besoin et qu'on en a grandement besoin. Revenons à présent donc sur la soirée de demain, à quoi faut-il s'attendre? Alors demain, une portion du boulevard Mandela sera bloquée. Et parce que justement, on va investir la rue de manière à ce que les gens puissent là maintenant danser dans la rue, chanter dans la rue et qu'ils puissent complètement... Non, on parlait du voisinage tout à l'heure, j'étais en train d'y penser quand même, est-ce que ça va... Le voisinage a été averti, a été alerté il y a déjà quelques jours de cela. Puis nous avons aussi un partenariat avec un hôtel qui met aussi quelques chambres à disposition pour certains voisins qui ne souhaiteraient pas participer, même passivement, à cette soirée. Et le fait d'occuper la rue, ça rappelle quand même un concept qui vient de Sainte-Lucie, non? Oui, c'est ça, la fameuse Friday Night, c'est vrai. Donc c'est vrai. Donc oui, on s'inspire de cela, et puis je crois qu'on a tout intérêt, même sur si on doit parler de modèle économique, je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui à penser aussi les choses autrement, notamment en termes j'ai envie de le dire, de tourisme, parce qu'il n'y a pas que le tourisme vert, il y a aussi le tourisme événementiel qui attire du monde. Je peux m'appuyer justement sur la Friday Night à Sainte-Lucie, je peux aussi m'appuyer sur le Brésil et Fortaleza avec le Pirata Bar. Ce sont deux concepts événementiels qui appellent beaucoup de monde, qui appellent des touristes, et les gens répondent à cela. Et les gens viennent de la terre entière et du monde entier pour cela. Forcément, ça maintient de l'emploi et ça contribue à l'emploi aussi, à créer de l'emploi. Et je crois que là encore, il y a de quoi faire. On évalue à peu près combien de personnes seront là demain, puisque quand même il y aura beaucoup plus de place à occuper? Demain? Oui, demain soir. On verra ça demain soir. On verra ça demain soir. Merci beaucoup en tout cas, Loïc Meissam, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Une semaine après le Grand Prix de la coopération, la 14e édition du Grand Prix Caron s'élancera demain au départ de Macouria. Comme chaque année, nos coureurs affronteront de nombreux invités venus de l'extérieur pendant ces 4 jours de compétition cycliste, la plus importante après le Tour de Guyane. On écoute justement le fondateur. Ce week-end, c'est la 14e édition du Grand Prix Caron Diffusion.
C'est la deuxième course cycliste par étape après le Tour de Guyane. Donc il y aura 540 km, un contre-la-montre, individuel de 10 km, des équipes invitées et tous les meilleurs coureurs guyanais bien entendu seront présents sur la ligne de départ dès vendredi 14h30 à Soula. Parmi les coureurs invités, on peut citer Hervé Arcade qui vient de gagner le Grand Prix de la Coopération, Michael Laurent qui a gagné le Tour de Guyane il y a 4-5 ans et qui a gagné le Grand Prix Caron en 2012. On aura une équipe guadeloupéenne avec Jules Lanclume qui fait de réelles performances aujourd'hui en Guadeloupe et bien entendu nos meilleurs coureurs guyanais, donc Patrice Ringuet qui a gagné il y a 2 ans, Vincent Lebel qui a gagné l'année dernière et les jeunes qui montent comme Ludovic Dantin, John Semoy. 4 jours comme ça, c'est une grosse organisation, bien entendu. Ça a aussi un coût financier qui est assez important. Heureusement, j'ai des partenaires qui m'accompagnent dans ces éditions, qui sont souvent les mêmes depuis le début. Mais oui, c'est un réel événement. Ainsi s'achève votre journal. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, le rappel des titres. 6e congrès du syndicat UTG-CGT Santé du centre hospitalier de Cayenne. La section se donne 2 jours pour présenter le bilan des 4 années passées, définir les nouvelles orientations et renouveler le bureau. Jeudi noir en Guadeloupe aujourd'hui, plus d'1 millier de personnes ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre contre la loi travail. Plusieurs établissements étaient également bloqués en cette journée. Enfin, chez nous, 23 sapeurs-pompiers viennent d'achever leur formation au déblaiement sur la colline de Montabou pendant 3 jours. Ils ont appris à faire face au pire, notamment à intervenir en cas d'éboulement. L'examen pratique s'est tenu aujourd'hui. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée, à demain.